Tatanexua et aujourd'hui on va s'émouvoir et voyager dans un univers fantasy particulièrement bien maîtrisé, Malédiction des joyaux de Laurent Delépine, et on va chroniquer le tome 2, L'esclave. Et oui, j'avais déjà chroniqué le tome 1, La paysanne. Je vais vous lire donc le résumé du tome 2. 60 ans se sont écoulés depuis la guerre qui a mis fin au règne des tyrans. Une civilisation a pu renaître sur les ruines malgré la subsistance des poches de chaos. Mais la plus grande partie du continent reste mortelle. Vivant en limite de la zone habitable, Deran est une adolescente sans histoire jusqu'à ce qu'un drôle la repère et décide d'en faire une œuvre d'art. Après qu'il s'est occupé d'elle, elle doit fuir son village. Mais elle retrouvera l'amour et la sécurité sous la forme d'un jeune fermier. Grâce à lui, elle se crée une nouvelle famille, de nouveaux amis et commence une nouvelle vie. Cependant, avec son tatouage si spécial, elle ne passe pas inaperçue. Loin au sud, l'Orbel est la plaque tournante mondiale du trafic d'esclaves. Le richissime roi brun découvre l'existence de la paysanne. Il ne ressent plus qu'un seul désir, l'acquérir. Mais pendant sa brève errance, l'adolescente s'est liée d'amitié avec Saaline, la célèbre guerrière libre de l'Hilaria. Cette femme a déjà affronté la cité négrière et elle a failli entraîner sa ruine. Tout juste remise d'épreuves qui l'avait laissée blessée, traumatisée, Saaline vient juste de reprendre ses enquêtes. Et bien qu'elle ne soit pas totalement rétablie, elle reste une adversaire redoutable. Le roi doit donc s'arranger pour se débarrasser d'elle, de préférence, de façon définitive. Entre Saaline et Brun s'engage une compétition dont l'enjeu n'est autre que l'avenir de Deran. Ça vous donne envie? Et encore, vous n'avez rien lu. Je suis Deran et je peux vous dire que je vais souffrir. J'ai donc demandé la genèse à l'auteur. Il était une fois. La différence entre la paysanne et l'esclave était pour ce dernier que le monde était déjà fini. Les principaux personnages aussi, et peu d'éléments devaient être créés pour se lancer dans l'histoire. L'auteur n'a donc pas eu la longue gestation de la paysanne. À l'origine, la paysanne devait être un one-shoot. Mais une fois celui-ci achevé, l'auteur s'est rendu compte qu'il avait encore beaucoup de choses à dire sur Deran, pauvre esclave que je vais devenir. Alors que la paysanne s'achevait sur une note optimiste, oui, je confirme, il manquait des explications sur comment elle était devenue esclave, puis reine, puis guerrière, comment une petite paysanne naïve avait pu devenir une diplomate calculatrice et sûre d'elle. En plus, son tatouage constituait une curiosité et pouvait être beaucoup plus exploité. Il avait déjà quelques images dans la tête correspondant aux épisodes clés de la vie de Deran et il désirait fortement les mettre en scène. Il a donc décidé de relier les deux épisodes de la paysanne par une série de romans qui compléteraient les événements. C'est ainsi que la trame des 3 romans suivants de la Malédiction des joyaux se sont mis en place. Ce début devait couvrir toute sa captivité au sein de la cité-état d'Orvel. Ah oui, j'adore. Comme d'habitude, une fois l'écriture démarrée, l'imagination s'est emballée. L'enquête de Saaline, qui ne devait constituer qu'une introduction, est devenue finalement un passage important. À l'origine, ce tome aurait dû constituer l'initiation de l'héroïne, lui faire perdre son innocence et devenir un personnage actif qui agit sur les événements et ne se contente plus de les subir. Oui, parce qu'alors Deran, elle en subit quand même beaucoup, dans le tome 1, je vous dis pas, ça y va. Mais l'arrivée en Orvel, qui n'aurait dû se situer qu'au milieu du roman, est finalement devenue la fin. Les événements suivants, et notamment le moment où Deran relève la tête pour attaquer, se trouve du coup reporté dans un 3e tome. Voilà, sentez un petit peu ma frustration là? Toutefois, si l'écriture a été facile, il a nécessité quand même beaucoup de recherche, ce qui a ralenti sa création. Alors malheureusement, donc le tome était en cours de publication quand les critiques de la paysanne sont arrivées, il n'a donc pas forcément pu bénéficier de toutes les critiques lors de sa création. Actuellement, la saga se compose donc en 4 romans, la paysanne compris, donc pour ceux qui ont suivi, un petit câlin pour ceux qui ont réussi à suivre. Les 2 premiers sont publiés, le 3e est en cours de réécriture, et le 4e est en attente post-écriture. Mais aujourd'hui, le scénario du 5e est prêt, et les grandes lignes des 2 suivants sont définies. Et dès à présent, ma chronique! Ce sera la note de 4,6 sur 5 pour le tome 2, L'esclave, inclus dans la saga La Malédiction des joyaux, qui contient environ 500 pages, 481 à peu près. Attaquons la couverture! On est dans le thème, on a en plus un modèle quand même magnifique, faut quand même le souligner, je trouve qu'elle représente exactement bien le personnage. Les couleurs sont belles, ça reste quand même mystérieux, la saga des joyaux. Déjà que le tome 1, c'était vraiment mais juste une illustration. Là, on va vraiment encore plus dans les détails et sans trop en dire. Après la paysanne, donc, place à l'esclave. Attention, cette chronique peut contenir un petit peu de spoil si vous n'avez pas lu le tome 1. La cité de l'Orvel, pas envie d'y séjourner, tellement c'est hard. Vraiment très hard.
Ensuite, bon, Deran, elle en a quand même bien bavé dans le 1. Hein, je vous laisse imaginer avec ce titre dans le 2. Déjà, hein, puisque dans le premier tome, rien ne nous était épargné, hein, surtout pas les viols sur Deran. Là, je vous laisse imaginer. Et encore. On retrouve donc Deran avec Dressy, le tout mignon, qui lui présente du monde et qui annonce fièrement en parlant de Deran, c'est la future femme. Entre eux, c'est beaucoup plus doux que les sévices qu'a subi la jeune femme. C'est vrai que dans le 1, c'était pas forcément très génial, et en plus elle a eu un enfant issu des viols, voire le livre 1. Évidemment, quand vous êtes recouverte de joyaux sur tout le corps, vous attirez encore et toujours la convoitise. Vous vous souvenez ? C'est l'effet d'un sort par un drô, magie gemme exactement. Elle est recouverte de joyaux et de fils d'or qui parcourent son corps. Quelle malédiction! Oui, c'est une vraie malédiction. Imagine dans un univers fantasy où tout le monde a envie de s'emparer de la moindre pépite d'or, du moindre joyau. Et Deran est là. Brun et bien d'autres la veulent. Seulement, vous devez vous souvenir du livre 1 puisque Deran possède des relations particulières. Saline! Oui, je me calme, je me calme. Alors, j'adore Sahaline, cette guerrière libre, qui est juste too much. Elle est toujours très bien, même si voilà, il y a un petit peu un passage, je me suis dit, bon, j'avais un petit peu envie de la secouer quand même, hein, c'est quand même Sahaline. Mais d'accord, ok, il faut bien qu'elle ait un petit peu des faiblesses. L'air de rien, j'ai regretté qu'on ne revienne pas dans le temps présent comme dans le livre 1. Dans le livre 1, il y avait le passé et le présent. On avait vraiment justement cet aspect nostalgique qui nous apprenait justement qui était Deran. Là, dans le livre 2, pas du tout, hein, c'est vraiment de bout en bout. C'est beaucoup plus linéaire que dans le livre 1, et l'air de rien, j'ai presque été un petit peu frustrée. En parlant d'air, ça me rappelle un petit peu l'air marin, la navigation avec les termes appropriés qui m'a intensément fait plaisir. Merci, il y avait vraiment eu beaucoup de recherches là-dessus, ça j'ai bien aimé. En personnage, à part ceux que vous avez connus dans le livre 1, je vous dirais de vous méfier de l'espion Ternine. Girouette, alouette, sieyès. Non mais bon, disons que c'est un opportuniste. Hein. L'espion Ternine, c'est vraiment un assez bon personnage. Il est là, et il a sa place, et il y a quand même ce côté opportuniste, parce qu'on n'avait pas vraiment beaucoup de persos opportunistes dans le livre 1, donc c'est bien d'en amener un dans le livre 2. Deran, après avoir roucoulé calmement et doucement, se refait agresser. On est dans le livre de l'esclave, je le rappelle. Et elle va pas mal morfler. Encore et encore. Sahaline la cherche une très grande partie du livre, et même des fois quelques perches. Vous savez, quelques mètres, quelques centimètres, pour ne pas dire qu'elle se frôle, et non. En même temps, oui, d'accord, se frôler alors qu'il y en a une qui est enfermée dans une boîte. J'ai trouvé le rythme plus lent que le livre 1, même si le subjonctif imparfait et l'humour me font passer un excellent moment. Ça, j'aime beaucoup. Le subjonctif imparfait, ça me pose aucun problème, donc j'adore. J'ai apprécié Sahaline s'occuper d'Esther, son rapprochement avec Ota, l'enquête et ses blessures également. On compatit beaucoup avec elle. La plume, malgré quelques petits trucs que je peux encore reprocher, surtout à voix haute, hein, qui accroche, hein, c'est très fluide et on est complètement dedans. L'univers est tellement bien décrit et fourni, n'oubliez pas de voir et d'assimiler le lexique, hein, le glossaire que vous retrouverez à la fin. Une fois dedans, c'est difficile d'en sortir. On est vraiment complètement immergé dans cet univers. Et ça, j'aime bien dans un livre fantasy, il faut vraiment que de bout en bout, en fait, on soit pris par la main, on soit pris dans cet univers et on n'ait pas envie de décrocher. Et là-dessus, l'auteur a vraiment réussi son coup. Les chapitres s'enchaînent et même si le rythme a accéléré avec la fin, j'ai trouvé quand même un poil un petit peu trop lent, surtout au milieu. On passe de Deran à Saline, mais on n'oublie pas Pestor. Soyez juste patient. Non, je ne vais pas tout vous dire, à l'exception du fait que si vous avez apprécié le livre 1, vous allez encore plus apprécier le 2, même s'il nous laisse un petit peu sur notre faim. On est un petit peu frustré, alors ça peut se comprendre avec la jeunesse, justement, qui nous explique qu'il y a vraiment des choses qui vont arriver dans le 3. J'attends du coup beaucoup de choses avec Deran dans le 3, vraiment le moment où elle va relever la tête, et où, enfin, on va avoir notre calculatrice diplomate super géniale. Passons maintenant à mes passages préférés. 33e page de pub. À la tête, elle vit le symbole qui plaçait le bébé sous la protection de la mère, la déesse Iriani de la maternité et des enfants. Après des mois passés en Elaria, une nation agnostique par excellence, elle avait oublié qu'elle avait des dieux vers qui se tourner en cas de coup dur. On est au début, Deran et nous-mêmes faisons la connaissance de certains personnages. Cet extrait est tiré d'une description que je trouve au passage particulièrement bien faite. Page 48. Sahaline était la plus ancienne de ces guerriers libres. Son nom était peu connu en tant que guerrière libre, tout au moins. Seuls quelques initiés, des personnes qu'elle avait sauvées, ou des compagnons de route, la connaissaient. Paradoxalement, ses exploits avaient fait le tour du monde. Les Aèdes les chantaient, les gens se les racontaient, il lui avait même imaginé un nom, Gaba. Ah yes, Saline!
Moi je l'adore, hein, c'est juste mon personnage préféré. Ah oui, ça m'a bien fait rire parce qu'en plus Gaba, ça m'a un petit peu fait penser à d'autres séries, aussi d'autres livres, voilà, où certains bardes, où certaines personnes racontent des légendes, surtout de cette guerrière libre, puisque Sahaline a vraiment beaucoup d'exploits à son actif. Page 87. Dès qu'ils eurent dépassé la source, la végétation changea. L'eau, plus contaminée qu'en aval, la rendait malade. Les arbres poussaient tordus, ils n'affichaient pas le vert resplendissant des forêts en bonne santé. Les troncs morts étaient nombreux. Paradoxalement, ils étaient chargés de fruits, tout au moins ceux pour qui c'était la saison. Alors j'apprécie énormément les descriptions de l'auteur, il n'y a pas besoin d'énormément de lignes en plus, c'est pas surchargé en description, on n'oublie pas du tout l'action, la narration, les dialogues sont très bien équilibrés. Là vraiment ces quelques lignes c'est juste pour nous mettre dans l'ambiance et c'est parfait. Passons maintenant au point positif, les descriptions. C'est clairement le point fort vraiment de cette histoire, c'est juste génial. Ça nous ancre dans l'univers, c'est très bien fait, c'est très bien amené, c'est pas trop lourd, c'est parfait. La plume reste fluide, même s'il reste encore quelques petits accros que j'avais déjà mentionnés dans le livre 1 et qui seront évidemment corrigés pour le livre 3. Ça s'améliore, on est vraiment dans une évolution, ça j'adore. L'univers, les endroits que l'on traverse, les noms, et est-ce qu'il faut que je le mentionne aussi, mais la carte, le glossaire. Oui, donc cette fois-ci, je l'ai vu avant, hein, puisque dans le livre 1, je me suis fait avoir et je l'avais vu qu'à la fin. Là, cette fois-ci, je savais qu'il y en avait un. Sahaline et Esther, et un petit peu Ota aussi. Disons que Ota a vraiment sa place, bien développée, mais bon, Sahaline, ça reste Sahaline. Terline. L'espion Ternier, cet opportuniste qui est très bien construit, qui est bien ficelé en plus, même si bon, à la fin, je me suis quand même dit, bon, c'est quand même un petit peu prévisible quand même, mais il est franchement bien fait. Et il y a également des points négatifs. Alors, la violence gratuite, hein, attention aux âmes sensibles. Autant dans le premier, c'était justifié, bon, à part une scène, allez, autant d'accord. Parfois, là, je me suis demandé pourquoi en rajouter une couche, alors que, on s'en doute bien, en fait, de ce qui va se passer. On se doute très bien qu'avec un titre comme L'Esclave, ça va être quand même hardcore. J'attends un petit peu plus de calme pour le prochain, puisque là, c'est vrai que le livre 1, le livre 2, bon, un petit peu plus de calme pour le 3. Le rythme plus posé que dans le livre 1, alors certains vont préférer, puisque dans le livre 1, c'est vrai que ça allait assez vite. D'autres, comme moi, vont trouver effectivement le rythme plus lent. Après, ça permet aussi de poser un peu plus de base, ça permet de plus développer aussi l'univers. Je rappelle, moi, je suis un petit peu quelqu'un de speed, quand même. Pour conclure, en résumé, c'est une très bonne suite à La Paysanne. Franchement, La Malédiction des Joyaux, c'est vraiment une saga que je recommande. On est complètement happé dans cet univers fantasy très original et surtout complètement maîtrisé. On est vraiment dans un autre monde. Il y a vraiment plein de choses qui changent. On n'est pas déçu. Amateurs de fantasy, vous pouvez foncer les yeux fermés. Voilà, c'était la chronique du tome 2, L'Esclave de la saga La Malédiction des Joyaux, écrit par Laurent Delépine en auto-édition. J'espère que vous aurez un petit peu d'empathie pour Deran et Sahaline, please. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle que si vous souhaitez nous soutenir, tous les liens sont dans la description sur Tipeee et Utip. Et en attendant la prochaine chronique, soignez votre plume!